L'agriculture ici, c'est super important et super fédérateur. Juste dans tous les comités de pilotage, à chaque comité de pilotage, on parlait toujours d'agriculture. C'est pas qu'un programme agricole, il y a un volet agricole, mais c'est l'habitat, c'est les écoquartiers, c'est la ville, vraiment c'est le territoire. L'organisation de l'agriculture, c'est donner de la nourriture aux êtres humains. C'est un besoin premier, primitif. Ce qui manque, c'est les paysans, c'est l'homme du pays, c'est celui qui cultive la terre et celui qui aide le pays à se nourrir. Je pense qu'on va dans le mur complet, c'est-à-dire que tout est pollué de plus en plus gravement, les eaux, les sources, et puis il y a ça, et puis le dérèglement climatique. Et forcément, nous, en tant qu'agriculteurs, on est en première ligne. Et ça, il faut qu'on trouve des solutions collectivement. C'est pour ça que aussi, ça peut pas être individuel, ce combat-là. La force qui est encore ignorée et qui s'ignore beaucoup elle-même, c'est les consommateurs. Au moment où les consommateurs commencent un petit peu à bouger, les entreprises, elles bougent. Les trois types d'abeilles, enfin les trois... Merci. Allez Marie, on compte sur toi. Allez Marie. Allez Marie. Attention mes doigts. Bravo. Je vais rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, vous présenter les Compagnons de la Terre. Donc, nous sommes une association loi 1901 qui a pour but d'offrir à des personnes qui ont le projet de s'installer en agriculture un espace test sur lequel ils puissent faire leur activité agricole et en même temps tester leur capacité de travail et leur capacité commerciale. Moi, ce que je tiens à réaffirmer, c'est le soutien effectivement de la communauté de communes et de la commission agricole de la communauté de communes pour ce projet. C'était vraiment le chaînon manquant qui manquait dans cette formation agricole. On sentait bien qu'il y avait des choses qui manquaient et donc les Compagnons de la Terre ont fourni cet outil indispensable qui est celui de pouvoir s'essayer, pouvoir se faire. Et je peux vous annoncer aussi qu'on va essayer d'aller plus loin. On a une convention avec la SAFER et on est en train actuellement d'acheter des terrains sur Grane de façon à ce qu'il y ait une vraie continuité entre la pépinière et l'installation. Voilà, je vous remercie. On est à Eure, à côté de Cré, dans la Drôme, sur la ferme des Compagnons de la Terre. Donc les Compagnons de la Terre, espace test agricole, c'est-à-dire qu'on fournit à des jeunes qui souhaitent, ou moins jeunes d'ailleurs, des jeunes agriculteurs en tout cas, qui souhaitent tester leur activité, la possibilité de tester leur projet d'installation agricole sur notre site ou chez des agriculteurs. On n'a pas de critères hyper restrictifs de projets qu'on accompagne ou pas. Par contre, philosophiquement, on est sur de l'agriculture bio, dans cette idée de faire du développement économique local, d'avoir une agriculture respectueuse des hommes, des agriculteurs, des consommateurs et de l'environnement. C'est une agriculture paysanne qui fait du bien autour d'elle, pour le développement économique local, pour son environnement et qui soit durable aussi bien pour la personne, donc la viabilité économique de la personne, qu'elle puisse fournir un revenu, que ça ne mette pas en détresse sa famille parce qu'elle est dans une situation de précarité économique, etc. Et ça fait sens parce que là, on vient d'ouvrir une boutique
où on vend les produits des porteurs de projets, les produits de la ferme ici, les produits d'autres producteurs locaux et bio qui vendent aussi à la boutique. Et ça fait du lien avec le consommateur et les consommateurs sont en attente de ça. Et du coup, en fait, on est dans le lien. On lie la consommation, qui devrait être en soi un acte citoyen, un acte presque politique en fait, de dire quelle société je veux pour demain, avec l'installation agricole, avec le développement économique et avec la protection de l'environnement. Ça c'est quoi cette sarrette? Eh ben c'est la menthe dessert avec laquelle je fais mon sirop de menthe fraîche. Et on dirait oui, de la sarriette la sarriette, ouais. Ah c'est rigolo. Ça sent vraiment la menthe. Elle est très très fraîche. Là t'as encore des chardons hein. Ah oui, bah tout le temps. Là, tu fais comment à la main? Oui, à la main, ouais. Et les compagnons, ouais, c'est vraiment une chouette histoire. Ça me permet de tester l'activité, de voir justement si elle est viable en limitant les investissements. Par exemple, là ici il y a une serre à plant, donc j'ai pas eu besoin d'acheter une serre. Il y a des motobineuses, donc j'ai pas eu besoin d'acheter une motobineuse pour les premiers travaux du sol. Et surtout de ne pas être seule. Il y a du monde ici qui gravite. Dès que j'ai des questions, hop, je vais voir Alex. C'est vrai qu'avec Alex, du coup, comme on débute tous les deux et qu'on est juste à côté en culture, là, on s'entraide vraiment et psychologiquement aussi. On se soutient fort, quoi, et ça, c'est vraiment beau. J'ai découvert la diversité floristique de la Drôme qui était assez incroyable. Et puis j'aime beaucoup les plantes pérennes, en fait. J'aime bien les voir évoluer dans le temps, comment elles grandissent. Donc elles sont toujours au soleil, posées au sol pour être connectées à la terre. En fait, quand on fait des plantes, il faut toujours réfléchir un peu. Voilà, la plante, c'est un être vivant, qu'est-ce qu'elle a besoin, comment elle serait bien. Et une fois que tu te mets à sa place, tu sais ce qu'il lui faut. Les fleurs, c'est ce qu'il y a de plus délicat à sécher. Il ne faut pas qu'elles soient trop serrées, vraiment. Hop. Et voilà les filles. Bonne nuit tout le monde. Par définition, la nature cherche toujours l'équilibre. Et si possible, l'équilibre optimum. En tenant compte de tout l'environnement qui est hyper complexe. Et donc du coup, en fait, les plantes, mais y compris la nature de manière globale, nous apprend pas seulement à nous adapter, mais nous apprend à comment accepter, façonner, comprendre les choses. Si on faisait ça avec les humains, ça serait le top, quoi. Hein, je veux dire. Et ça, c'est vrai que l'être humain, là-dedans, il est à la traîne parce qu'il poursuit des objectifs, par exemple, économiques qui n'ont strictement rien à voir avec le milieu et l'harmonie, quoi. Donc oui, on a plein d'enseignements à tirer de ça, quoi. Le côté médicinal même des plantes est un enseignement, quoi, puisque ça veut dire que nous, on est disharmonieux. La maladie, c'est juste une disharmonie, quoi. Hein. L'opposition entre bio et non bio, c'est un truc tout récent, quoi. Hein. C'est un truc tout récent lié à un déséquilibre que l'humain a lui-même amené. Déséquilibre qui, à un tout petit moment, avait un intérêt. Après la guerre, on a utilisé plein de produits de synthèse pour avoir très rapidement une production, parce qu'il fallait nourrir les gens. Sauf qu'on a poussé plus loin et du coup, on n'a plus du tout respecté ni le rythme des plantes, ni la vie du sol, ni etc., quoi. Donc là, on est contraire à la biologie tout court, quoi. C'est le symbole de la lavande, l'humilité. Et c'est vrai que c'est juste incroyable, parce que tu n'as jamais fini d'apprendre, il y a tellement de choses, quoi. Donc c'est une sacrée école, hein. C'est le GAEC de Brettevieille.
Donc nous sommes sur la commune de Brette, donc ici à 700 mètres d'altitude. Nous avons un troupeau de 150 chèvres. À côté de ça, donc, nous produisons toute l'alimentation pour les chèvres. Donc on est un groupe de 10 à 12 éleveurs répartis sur une partie de la Drôme, notamment sur le territoire de Biot-Vallée. Et donc nous travaillons donc, avec le syndicat caprin, un vétérinaire et un pharmacien sur l'élaboration de recettes de choses pouvant aider nos bêtes à aller mieux. Voilà. Toi là? Ah oui, forcément. Voilà, ma belle. Alors, je suis en train de récupérer des fesses pour pouvoir faire des analyses coprologiques pour tester voilà, le seuil à peu près d'infestation qu'il y a dans chaque chèvre. Donc, dans les élevages caprins, en fait, il y a ce qu'on appelle du parasitisme. Et donc, le parasitisme, ça se traduit par voilà, des vers en fait, gastro-intestinaux donc, qui sont présents dans les intestins des ruminants. Le parasitisme chez les ruminants, c'est pas seulement les bovins, c'est aussi les ovins et les caprins. C'est un problème assez grave, pas seulement pour les éleveurs en agriculture biologique, mais aussi pour les éleveurs dans le conventionnel, parce que on a de l'allopathie qui est souvent utilisée, trop souvent utilisée, et on a maintenant beaucoup de résistance contre ces molécules chimiques. Alors nous, en principe, on cherche des solutions, pas seulement pour les agriculteurs biologiques, mais aussi pour les conventionnels, parce que pour eux aussi, ils arrivent presque plus à gérer ces parasites. Le FIBEL a voulu mener une étude sur l'efficacité des huiles essentielles justement pour lutter contre toute cette infestation parasitaire. Et puisqu'on sait qu'il y a énormément de résistance maintenant au traitement allopathique, donc au traitement chimique. Et donc il va falloir trouver des moyens alternatifs pour contrer l'utilisation de ces traitements chimiques. Et pourquoi pas les huiles essentielles. Et là tu fais un traitement préventif ou pas, les chevrettes? Là elles ont eu un traitement aux teintures mères. Teinture mère? Oui. D'accord. Ça y fait que ça quand même... Bah écoute, on verra ce que ça donne. C'est la première année qu'on le faisait. Alors les résultats sont plutôt positifs. Donc c'est vrai que j'étais assez sceptique au départ sur les mammites. Parce que c'est vrai qu'on nous a tellement dit pendant longtemps qu'une bactérie, c'est forcément un antibiotique en face, que quand on nous a dit en formation, essayez les huiles essentielles, vous allez voir, ça fonctionne. On a essayé et c'est vrai que ça fonctionne. Et puis c'était aussi une envie de soigner nos bêtes autrement, voilà, le plus naturellement possible. On est dans le labo de recherche-développement d'Iris, qui est plus un labo d'aromathérapie, un petit peu cosmétique et d'essais. C'est vrai qu'il y a d'autres recherches qui se font ailleurs, mais là on est plus dans la mise au point de produits. Donc le produit conditionné tout à l'heure, là, c'était une commande de médecins américains pour faire des produits qu'ils ont testés en hôpitaux en Californie pour remonter l'immunité et protéger les malades. L'intérêt de cette vallée, c'est qu'elle a à la fois la matière première et la production agricole, qui a des transformateurs, et donc c'est très important que en fait, la recherche aussi participe à ça. Quand je dirigeais Sanoflore, il y a 10% du chiffre d'affaires qui était consacré à la recherche. C'est une chance pour la vallée d'avoir des gens qui sont intéressés, passionnés par plusieurs domaines, les plantes, notamment les plantes au sens très large. Et je m'aperçois quand même au cours de 10, 20 ou plus d'années, on attire de plus en plus de gens compétents.
Et ça, c'est une grande chance. Et là, on s'aperçoit que c'est une chose qui est de moins en moins délocalisable, parce qu'on a intégré toute la filière. C'est pas pour rien que notre petite région, notre département, est devenu le premier producteur en France de plantes aromatiques médicinales et à parfum de la France, en général, mais aussi en particulier en bio. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration non seulement d'agriculteurs bio, mais aussi de transformateurs. Et ça, c'est la richesse en fait de cette aventure quoi, de la bio-vallée, quoi. C'est quand même une spécificité de la vallée de la Drôme. D'année en année, le poids économique de la plante sur la vallée est de plus en plus important. Que ce soit le monde agricole en tant que tel, donc les différents paysans qui vivent ou en supplément d'activité ou pleinement à travers les plantes aromatiques. Et ensuite, il y a aussi la partie, artisan ou industriel ou semi-industriel comme nous, qui s'est développé à côté de tous ces producteurs. Et je pense que ça, c'est aussi aujourd'hui dans la vallée un vecteur de grosso modo entre 200 et 300 emplois, ce qui est quand même quelque chose d'important. Tout ça grâce à la merveille de la terre, donc de ces différentes saveurs, odeurs qu'on arrive à créer ici. Le projet de l'herbier, je pense que c'est surtout le juste milieu entre allier de la performance et en même temps garder une équipe la plus grande possible. Donc on est aujourd'hui en une dizaine d'années, on a créé plus de 40 emplois et l'entreprise reflète ce que l'ensemble des personnes défendent, c'est-à-dire la qualité, le partage, c'est-à-dire qu'on souhaite que le bio soit un produit qui soit accessible au plus grand nombre. D'autre part, on a le respect de notre environnement à travers des choix stratégiques d'investissement à long terme et de bâtiments et de choix de vie. Et ensuite, je dirais pour terminer, c'est la place de chacun au milieu de cet ensemble, de garder l'humain au centre de notre activité économique. Hi, Hélène speaking from l'Herbier du Diois. La bio-vallée existait avant même qu'elle soit nommée, mais comme tous les projets souvent, elle existera sûrement après le passage là de certaines échéances politiques ou certaines échéances structurelles. Des actions disparates, il y en a, et la beauté justement de cette initiative, c'est essayer de les rassembler. Il nous faut donner de l'avenir aussi aux jeunes, et donc la bio-vallée pour moi est un des piliers de la réussite. C'est une exploitation en maraîchage très diversifiée, il y a un petit peu de tout. Très petite exploitation à taille humaine. Le champ entier fait 1,5 hectare et là-dessus je dois travailler en tout 6 ou 7 000 mètres carrés et je travaille toute seule. Je travaille dans un terrain en pente, j'arrose avec une eau de source, donc ça fait des conditions de travail qui peuvent être quelque part assez compliquées. Donc voilà, mais après c'est un lieu où je me sens bien et j'ai grandi juste à côté Donc là, je suis en train d'enlever les gourmands de tomates. C'est un travail qui est sympa dans un petit potager, mais quand on a 600 pieds à faire, ça prend un peu plus de temps. Et j'ai choisi de m'installer en bio tout de suite, parce que déjà, je pouvais avoir le label bio tout de suite, parce que le champ n'avait pas été travaillé depuis longtemps. Il était simplement fauché une fois par an pour éviter qu'il y ait trop de choses qui poussent. Et surtout parce que j'avais 2 enfants qui étaient tout petits à l'époque, ils avaient 1 an et 3 ans. Et je me voyais absolument pas leur dire surtout touchez pas aux légumes, c'est toxique, je viens de traiter. Sur ce type d'exploitation là, c'est pas évident de sortir un revenu.
du fait des charges qui sont quand même assez importantes, et je parle pas seulement des charges sociales, hein, je parle de toutes les assurances qu'il faut payer, après le matériel, les engrais bio vont être un peu plus chers que les engrais conventionnels. Et tout ça, ça fait que par an, j'ai 14 000 € de charges pour l'instant. Et ça veut dire simplement que pour gagner le SMIC, il faut que j'ai un chiffre d'affaires de 28 000 €. Donc pour donner une idée, admettons que je vende mes légumes 2,80 € le kilo, vous faites le calcul, il faut que je vende 10 tonnes de légumes avec mes petites mains tous les ans. Quand je me suis installée, j'ai voulu tout de suite vendre mes légumes sous forme de panier. J'ai des clients qui prennent des paniers pour soutenir l'agriculture que je pratique, c'est-à-dire une agriculture locale et durable. Après, je vends un petit peu aussi dans un magasin de producteurs. J'espère que c'est dans l'air du temps et que les gens vont de plus en plus prendre conscience que c'est important, que l'alimentation c'est notre base. Et plus simplement passer du paysan usine qui fournit tant de tonnes de ci, tant de tonnes de ça, et qu'on a besoin de savoir d'où ça vient, et on a besoin d'apprendre à respecter la planète si on veut que ça puisse durer encore un petit peu. Le lien, il est partout entre l'alimentation, l'éducation des enfants, l'avenir de la planète, tout est lié. Pour moi, la question se pose même pas. Donc ça y est, c'est la saison, ça a attaqué. Là, on est parti sur les légumes de printemps. Les fraises commencent à être bonnes, ça c'est la bonne nouvelle. Et les salades, là, comme elles ont eu un petit peu chaud dans la voiture, il faudra juste les passer sous l'eau avant de les rentrer au frais. Et le basilic, pareil, passer sous l'eau, par contre température ambiante. D'accord. Pour un territoire, le développement, c'est pas au nombre d'hectares. Un tout petit agriculteur sur le territoire, il a autant d'importance qu'un agriculteur qui a 200 hectares. On n'est pas sur des logiques de quantité, on est dans des logiques d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que chacun a sa place. Et l'agriculture, le tourisme, l'habitat, le social, chacun a sa place. Et c'est la cohérence. Le développement local, c'est donner de la cohérence, donner du lien avec tout ça. Et donc tout l'intérêt de stratégie locale de développement et des élus, c'est justement d'accompagner vers un mieux-être, un mieux-vivre, à donner du sens à tout ça. Et nous, on est un peu des médiateurs et puis des facilitateurs de liens entre tous les acteurs. Donc Serge, par rapport à cet après-midi à 14h30, on rencontre la SAFER sur les terres de Granes, tu sais, on a pour l'achat des terres, et puis on va visiter les terres. On a un secteur où il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer. Donc nous, on reçoit une trentaine de personnes qui cherchent à s'installer et qui ne trouvent pas. Et donc on a dit, on montre l'exemple. On passe convention avec la SAFER pour acheter du foncier, mettre à disposition des jeunes et être un peu le fédérateur. C'est-à-dire qu'un propriétaire va céder à la SAFER et à la collectivité, et nous, on s'engage à rétrocéder à un jeune qui va s'installer. Donc moi je travaille à la SAFER et les propriétaires de terrain nous ont contactés puisqu'il y avait un fermier sur les terres qui a pris sa retraite, il n'y avait pas de repreneur, donc nous travaillons avec la CCVD et en collaboration pour que ces terres soient reprises par des agriculteurs en espérant faire des installations agricoles. Les agriculteurs n'y libèrent pas les terres comme ça se transmet de père en fils en général, et puis les terres ont tendance à flamber dans certains cantons, et puis les installations sont difficiles pour les jeunes. Et en fait, l'avenir de nos territoires, c'est aussi les fils d'agriculteurs, c'est super important, mais aussi des gens nouveaux, des nouveaux agriculteurs. Et là, c'est aussi une manière de soutenir ces nouveaux agriculteurs, avec souvent des projets qui sont un peu qui sont nouveaux parce qu'ils ont des petites surfaces, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des grandes surfaces, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc ils sont en circuit court, ils font de la transformation. Et voilà, ici, on peut avoir un paysan boulanger ou quelqu'un qui va faire de l'orge pour faire de la bière. Ailleurs, ça sera des plantes aromatiques ou du maraîchage ou des petits élevages. Voilà, c'est des choses très différentes.
Après, il faut travailler sur ce qui va aussi intéresser tout le monde, c'est-à-dire les enjeux aussi de demain. C'est-à-dire là, on parle d'intrants, et quand on parle d'intrants, on commence à parler d'énergie et ainsi de suite. Donc il y a l'énergie, il y a tout ce que comment faire produire son électricité sur un territoire. Donc les agriculteurs, jusqu'à maintenant, on avait des hangars, voilà, on a des mètres carrés où on peut recevoir du photovoltaïque. L'énergie, c'est le facteur d'entrée aujourd'hui qui est important pour le territoire. Aujourd'hui, là, nous venons de terminer la réalisation de cette installation photovoltaïque. Donc on le voit, qui occupe une petite partie de la toiture du bâtiment parce qu'il est quand même très grand. On a 9 kW crête installés et on a 36 modules. Donc ils vont produire chaque année environ 11 000 à 12 000 kWh. Au niveau de l'exploitation, c'est intéressant parce que non seulement on valorise la surface de toiture, mais en plus donc, on produit bien entendu de l'électricité. C'est de l'électricité d'origine renouvelable. C'est un bâtiment à destination agricole, qui a vocation de recevoir du matériel agricole, d'entreposer, de protéger du matériel agricole, également du bois déchiqueté, puisque son propriétaire, qui est agriculteur, a diversifié son activité. Les défis que les collectivités sur le territoire Biot-Valais se sont donnés en matière énergétique. On est territoire qui ambitionne de devenir à énergie positive, donc c'est-à-dire faire de très grands efforts en matière d'économie d'énergie, et puis ensuite de couvrir tous nos besoins en énergie renouvelable. Donc on a une quantité d'énergie à produire qui est phénoménale. Tout est question d'énergie en fait. C'est pour ça que l'alimentaire, qui est un des besoins fondamentaux de la vie humaine, elle passe également par cette énergie que l'on doit raccrocher forcément à ce que notre environnement, la planète sur laquelle on vit, est capable de nous donner. L'exemple de l'énergie, de la transition énergétique permet de démontrer qu'il y a du développement d'emplois, il y a du développement économique, il y a de la richesse à développer. Donc non seulement on répond à des défis sur le plan énergétique, environnemental, mais on apporte des réponses à la crise économique. Le pain, moi j'en faisais tout petit, j'en faisais souvent chez moi, jusqu'à l'adolescence. Là. Et puis j'ai toujours aimé le pain. Et puis là c'est marrant, je suis revenu au pain. J'ai allié en fait, je rêvais de travailler de la terre, d'être paysan. Et j'ai allié les deux. Ma profession, donc on l'appelle paysan boulanger. Tout est dit un peu, un paysan boulanger, ça veut dire qu'on doit déjà travailler la terre, apprendre à travailler la terre, et puis à semer ces blés, qui sont des variétés anciennes. Après, dans le paysan boulanger, il y a un truc qu'on oublie, souvent c'est meunier, souvent les paysans boulangers sont meuniers aussi. Et puis après, il y a le métier de la boulange. Il faut mélanger tout ça, tous ces éléments-là. Pour qu'ils se mélangent bien comme il faut leur laisser du temps. Il ne faut pas aller trop vite. Mélanger le levain à l'eau. Après que la farine absorbe l'eau, il faut lui laisser le temps. L'installation, elle s'est faite dans une idée un peu de retour à des valeurs qui me parlent à moi. Et le métier de paysan, le travail de la terre, c'est noble et ça a du sens. Et puis tout ça, ce projet, dans ma tête, c'est global, quoi. C'est un projet familial, c'est un projet de vie. Voilà, du coup, l'installation ici, la maison en paille.
Donc, j'ai choisi de construire en paille. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà la première, c'est les qualités isolantes de la paille qui sont parmi les meilleurs isolants. On stocke du carbone, en même temps on a un super isolant et puis on a à l'intérieur on a un matériau qui est sain. On va vivre dans quelque chose dans un matériau qui est sain. En tout cas je suis content de le faire de cette façon-là, en respectant un petit peu les valeurs qui me sont chères à moi. Ouais. C'est aussi un projet de société, oui, parce que tout seul finalement on fait rien, quoi. Et c'est ensemble, c'est avec le lien qu'on peut créer tous, qu'on peut donner du sens à ce qu'on fait. Et si je fais du pain juste pour moi, c'est bien, c'est sympa, quoi. Mais si je le fais partager et que moi je suis content d'apporter ce pain, je suis content du retour aussi que j'ai par rapport à ça. Ouais. Il est bien, il est bien cuit, parfait, il a bien levé, il fait pas la crêpe. Je fais de la vente directe, du coup je vends mon pain sur le village, beaucoup, en livraison à domicile, et puis sur une plateforme, Agricourt, et dans un local associatif, l'Oignon, et ça permet d'avoir un local où les gens peuvent venir prendre un café et puis acheter leur pain. La boulangerie, déjà c'est un produit transformé, c'est vrai que les produits transformés tout de suite, on arrive à mieux valoriser. Et on peut, sur des petites surfaces, avec 10-12 hectares de blé, on peut arriver à vivre de la boulangerie paysanne. Ouais. On peut arriver à avoir un salaire tout à fait correct. Et ça, on le peut aussi, c'est quelque chose de très important pour moi, grâce aux consommateurs. C'est vraiment lié tout ça, parce que c'est le consommateur qui achète, c'est lui qui fait le choix, c'est lui qui a ce pouvoir de choisir entre tel ou tel produit. Et c'est tous ensemble qu'on arrive à faire cette agriculture plus respectueuse des sols, de la nature, de l'eau, de l'air, de tout, et de l'homme. Quand on regarde le XXe siècle, il y a eu un grand exode rural. Car si au début du siècle, la commune où nous sommes, Eure, avait 1100 habitants, en 1965, il n'y en avait plus que la moitié. Il y a eu énormément d'exploitations qui ont disparu et sont arrivées dans les années 60-70. C'était le fameux retour à la terre. Donc 2 familles des 68 arts et puis des écologistes politiques. Les communautés qui sont arrivées se sont lancées dans l'agriculture biologique, rejoints par quelques agriculteurs qui ont eu des prises de conscience parce que problèmes de santé un peu forts au sein de leur famille, qui leur ont fait abandonner les techniques traditionnelles de traitement, et puis l'agriculture des plantes aromatiques et médicinales qui a donné les entreprises de biocosmétiques que l'on connaît maintenant dans la vallée de la Drôme, puisque la vallée de la Drôme est la première vallée en Europe en siège d'entreprises de la filière biocosmétique. Et donc, moi, je me souviens des agriculteurs qui sont venus me voir, c'est moi le fondateur de Sanoflore, donc ils venaient me voir pour faire du bio. C'est parce qu'ils avaient pollué le puits de leur ferme. Ils avaient hérité la ferme de leurs parents, de leurs grands-parents, et tout d'un coup, leur flotte était polluée. Et ça, c'était à cause d'eux. Et ça, c'était une catastrophe pour eux. Et donc, du coup, il y a une conscience oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je pense que les progrès vers une évolution plus positive, elles passent par là, quoi.
on a senti qu'on pouvait passer d'un statut d'arrière-pays, en fait, en déprise et à la remorque de la modernisation agricole, à un statut d'avant-pays, d'une époque où on attendait de la qualité. Tout d'un coup, on s'est dit, tiens, là, il y a un créneau pour passer d'un statut d'arrière-pays à un statut d'avant-pays. Et c'était important parce que c'était aussi l'époque du développement touristique, qui était la voie royale et facile du développement territorial. Et donc la bio a permis de trouver un équilibre et a permis de remettre l'agriculture au cœur du développement territorial. Le projet BioVallée, on peut lui trouver des traductions, ça pourrait être celui du paysage au paysage. Cette culture, effectivement, c'est une culture de chanvre, à titre expérimental lancée par la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant. Culture de chanvre notamment à vocation de construction pour des matériaux écologiques, je dirais. Nous nous sommes positionnés sur cette filière tout de suite, il y a déjà une paire d'années à peu près. Et on espère que ça va se développer. En tous les cas, on remercie les agriculteurs déjà qui jouent le jeu et qui veulent bien participer à cette culture. Je fais 25 hectares en culture, un peu toute culture, mélisse, plantes aromatiques, luzerne, céréales. Et cette année, chanvre, parce que la communauté de communes est venue me voir. Il nous a dit que je connaissais un peu du monde et que si je voulais trouver quelques agriculteurs pour se lancer dans l'opération chanvre. Donc nous, on a répondu tout de suite qu'on était d'accord et que je dis, on essaye. Voilà. Nous, on fait partie de l'association BioVallée et donc dans notre démarche d'entreprise, on aimerait aussi avoir des produits locaux. Et après, il y a un gros intérêt sur le produit en lui-même, c'est-à-dire que quand nous, on le met en œuvre dans des maisons, il y a un côté thermique, mais il y a aussi un côté phonique. Il y a un confort d'habitation qui est largement supérieur à tous les matériaux qu'on peut mettre en œuvre. Maintenant, il faut que les gens le connaissent, se l'approprient. Et après, il y a la démarche locale qui est encore plus intéressante parce que on met une économie dans la vie locale. On a un stand en fait nous à la Foire du Dauphiné sur lequel on va mettre une partie en chaud-chambre. Et donc ça peut être intéressant justement d'afficher que la BioVallée est en train de construire une filiale. Ouais. Une filière. Alors, la semaine prochaine, il y a le colloque du 19 et 20. Là, aujourd'hui, on a beaucoup d'inscrits. Oui, l'objectif, de toute façon, c'est de laisser la parole aux gens. Mais il faut quand même juste présenter BioVallée, qui on est, parce qu'il y a des gens qui vont venir de toute la France, des gens qui ne connaissent pas BioVallée. Pourquoi ce type de journée ? Tout simplement pour essayer de répondre à ces questions sur l'énergie, le climat, l'environnement, de réfléchir ensemble aux solutions qu'on peut trouver. L'agriculture peut être une réponse, mais ce n'est pas une affirmation, ça peut être aussi une question. Il me semblait important en fait, de vous poser nos intentions sur comment en fait, on fait ensemble sur un territoire, sur un sujet aussi vaste que l'agroécologie, sans se perdre que dans de la réflexion, pour aller aussi sur l'action et sur le concret. Si je replace en fait l'historique, il y a un contexte national qui est intéressant autour de l'agroécologie aujourd'hui, avec la loi d'avenir en fait, qui a été votée, et donc l'ambition du gouvernement au sujet de l'agroécologie en France. Thierry, peut-être que tu peux parler BioVallée, l'enjeu agricole. Des fois, on me demande l'origine de BioVallée, et j'ai tendance à répondre que l'origine de BioVallée est devant nous. C'est-à-dire que la BioVallée, elle résulte d'un décret politique et d'une impulsion politique. Et c'est normal que le politique joue ce rôle-là. Mais à un moment donné, quand je dis l'origine de la BioVallée est devant nous, c'est que soit ce sera une BioVallée par tous, et pas simplement une BioVallée pour tous. Une BioVallée par tous,
elle est inaugurée aussi par ce rassemblement et cet essai que l'on est en train de faire sur la thématique de l'agroécologie. Peut-on identifier les pratiques agroécologiques en BioVallée et si oui, comment ? Comment développer de la recherche-action en agroécologie en BioVallée et laquelle ? À partir de quand peut-on dire qu'on fait de l'agroécologie ? L'agroécologie, en fait, soit il y a un côté agricole, donc qui peut être assez technique, assez difficile d'accès, soit il y a plutôt une vision éthique qui est celle portée par Pierre Rabhi, donc qui est celle en fait qui est prônée ici aux Amanins. Donc qui est dire que l'agroécologie finalement c'est l'écologie, donc l'habitat auto et éco-construit, voilà, des matériaux naturels, les énergies renouvelables, enfin, voilà, le faire ensemble, et puis le côté effectivement agricole, mais sur le côté santé, c'est la nourriture, c'est se réapproprier en fait ce qu'on mange et cultiver en fait ce qu'on mange d'une manière juste et équilibrée pour la nature. Il y a un groupe agroécologique qui s'est mis en place sur l'ensemble de la BioVallée. Alors sa singularité justement, qui n'est pas d'être sectorialisée agricole, c'est qu'elle réunit 4 collèges au moins, le collège d'agriculteurs, le collège des chercheurs, le collège des formateurs pour la transmission et un collège qu'on pourrait dire société civile. Alors l'agroécologie fait le lien justement entre le potentiel qu'on retrouve dans l'agriculture, où il y a les principes du vivant, et puis appliqué à l'ensemble de la société, même à l'économie d'entreprise. Il faut parler économie, parce que c'est de l'économie. Si on a encore des exploitations, si on a cette diversité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les exploitants gagnent assez d'argent pour pouvoir maintenir leur ferme, et ils ont une activité, donc ils font du bénéfice. Donc aujourd'hui, vous avez des exploitations comme moi, où j'ai 50% presque, ou 40% de ma production en bio, parce qu'il y a une logique d'être en bio avec du fromage derrière, avec une vente directe, avec un produit à forte valeur ajoutée, et ainsi de suite. Et je continue à faire des semences de maïs avec l'Imagrain, tout en leur tannant à chaque fois, est-ce qu'ils ont des contrats en bio ? Allez, Rémi, viens vite là, viens. Allez, qu'est-ce qui vient manger un peu de la farine là? Hein? Allez. Mon compagnon a repris la ferme familiale il y a 3 ans. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec lui au démarrage pour mettre en place la vente directe des produits de la ferme. Et puis après, en fait, on a eu assisté à beaucoup de réunions avec mon compagnon sur les réunions animées par la Chambre d'agriculture et la CCVD sur le fait qu'il y avait besoin d'un atelier de transformation des viandes qui puisse permettre aux fermes justement de faire leur vente directe et de développer un maximum de valeur ajoutée sur leurs produits d'élevage. Concrètement, l'atelier Troupéou, il ne travaille uniquement que des produits qui viennent de fermes drômoises. Donc, ce que je défends au travers de ce projet, c'est les petites exploitations agricoles des montagnes. En plaine, on a plus des grosses exploitations, et les petites exploitations agricoles de montagne qui font beaucoup plus de ventes directes parce que c'est un moyen de rentabilité. C'est un moyen de survie aussi, ça crée de l'emploi, ça crée beaucoup d'emplois, on ne le dit pas assez. Les grosses exploitations ne sont pas celles qui vont créer le plus d'emplois sur les territoires. Tous les gens qui travaillent chez Troupéou, c'est des gens du coin, j'ai une femme d'éleveur, des bouchers qui habitent à 3 minutes. C'est ça aussi la valeur de... Moi, c'est aussi ma fierté de créer de l'emploi sur le territoire, que les gens habitent et restent à travailler sur leur territoire.
Un agriculteur aujourd'hui qui fait de la vente directe, donc de viande, de produits de charcuterie, il a besoin d'un atelier. Soit il a son propre atelier, ce qui est quand même plutôt rare pour l'instant, ou alors il a besoin d'un atelier prestataire qui fabrique ses produits et qui soit en mesure de lui apporter tout ce qui est, je dis le côté hygiène, côté réglementation, matériel aussi, parce que c'est quand même assez lourd en investissement économique. Donc nous, on prépare ces produits, donc que ce soit des caissettes de viande que les clients consommateurs récupèrent auprès des AMAP, récupèrent à la ferme directement ou dans des magasins producteurs. Bon retour, au revoir. Bon, on fait ça pour défendre notre territoire, pour défendre les fermes, nos voisins. On ne défend pas une idée, on défend une façon de travailler qui dure depuis des générations. Hein. Rhodes, notre plus vieille vache du troupeau, 15 ans. Hein, elle est née en 2000. Là, on se situe dans la vallée de la Drôme, sur la plaine de l'Oriole, le village dans lequel est située la ferme et où j'habite. Cette exploitation, donc, je l'ai démarrée en 1999, donc il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Et c'était alors à moitié familial, c'est-à-dire que mes parents, mon papa était arboriculteur depuis ses débuts, même mon grand-père était arboriculteur. Et aujourd'hui, c'est une ferme qui fait une douzaine d'hectares, avec à peu près la moitié en arbres, en verger, et les productions qu'on a vues tout à l'heure. Et puis le reste, donc c'est des grandes cultures, de la luzerne, des ails, des oignons qui entrent en rotation. On fait des rotations assez longues, sur 6 à 7 ans, avant de revenir avec la même culture, pour éviter les maladies, les adventices. Derrière les productions, il y a effectivement, je pense, un choix de vie, en tout cas un grand plaisir à travailler la terre, à cultiver, à produire, à nourrir aussi. Le défi déjà de produire, il est important. Et une fois qu'on a la récolte qui est là, qui est passée au travers des petits insectes, des maladies, de la grêle, de la pluie, il faut les vendre. On a mis en place un magasin qui depuis un an fonctionne à travers champs, avec une quarantaine de producteurs réunis autour de ça, et en se voulant proposer un outil de distribution, pas que pour moi, mais aussi pour les voisins, les collègues qui sont dans ce périmètre-là et qui ont une production aussi à valoriser, à proposer directement aux consommateurs. Actuellement, il y a une quarantaine de producteurs. C'est chaque producteur qui calcule son prix, qui propose son prix, et il faut qu'il soit à la fois, c'est là l'exercice, rémunérateur pour le producteur, en intégrant tout ce qu'il y a autour de la production, le risque qu'il y a à la production, les investissements, le renouvellement des cultures, l'achat de matériel, et puis par ailleurs que ce prix soit accessible aussi pour les consommateurs. On parle souvent du prix parce qu'on a peut-être une culpabilité à se dire il est trop cher, il est comme ça, mais il faut qu'on en parle, dire pourquoi il est comme ça, est-ce qu'il y a encore une fois des modes de consommation qui peuvent évoluer, quelle est la part de l'alimentation dans le budget des familles. Combien vous me devez 17,22 € s'il vous plaît. Espèce. C'est sûr que les personnes qui viennent consommer ou acheter dans un magasin de producteurs comme celui-ci, ils font un acte social, économique, environnemental. Moi j'aime bien dire, et souvent poser la question aux parents du coin, à dire est-ce que vous achetez des pêches qui viennent de la région, sans forcément que ça soit les mêmes, mais il y a des centaines d'emplois qui sont créés sur le département de la Drôme, sur les mois de juillet et août, avec la récolte, l'éclaircissage des fruits. Donc il y a vraiment des liens qui se créent avec la population et le monde agricole. Mais de se dire, ben voilà, ces agriculteurs-là, ils sont là à nos côtés, on a cette chance-là quelque part, faisons-les vivre, mais pas que pour les faire vivre, pour aussi nous y trouver notre propre intérêt, avec une alimentation saine et de qualité. Les cafés crème.
Agricourt, c'est une association qui fait le lien entre les producteurs du territoire et notamment la restauration collective, surtout scolaire et des groupes d'habitants. Notre projet, c'est de rajouter la valeur à l'économie locale. Donc en travaillant avec des producteurs locaux, notamment des petits producteurs, nous on vise surtout la restauration collective, scolaire, les micro-crèches, etc. Pourquoi ce créneau-là? D'abord parce que ça nous paraît très important socialement, même pédagogiquement, que dans les écoles on mange local et de qualité et on sait pourquoi on le fait. Mais aussi parce que ce créneau-là de la restauration collective, les petits producteurs, ils ne vont pas faire 20-30 km pour livrer 8 kg de carottes. Donc en prenant ce segment-là, on cannibalisait pas le marché, on piquait pas des marchés à des producteurs locaux, on apportait un plus par rapport au territoire, parce que la plupart des produits avant mangés dans la restauration scolaire venaient d'ailleurs. Ah, les salades sont là déjà. Ouais. D'accord, non mais c'est ça, ouais, je me dis que c'est... Alors qu'est-ce qu'on a de beau là ce matin? On a de la pomme de terre nouvelle, du jardin de cocagne, des courgettes, la ferme des bouligas, des estragons, l'herbier d'un bélier et les salades de feuilles de chêne qui sont de la ferme des Volonteux. Et puis toi, t'es en cuisine centrale, donc c'est super bien. Moi, quand je suis arrivé ici, je n'étais pas habitué à travailler avec des produits locaux et bio. Et donc, j'avais des a priori quand j'ai commencé à travailler avec Agricourt. Et en fait, fin de mois, une fois que j'ai fait mes totaux, je suis hyper équilibré et tout va bien, quoi. Au niveau de mes coûts, ça passe super bien. Les cuisiniers là qui sont là, le cuisinier de pied gros, il ne peut pas aller faire la tournée du territoire le matin, parce que le matin, il faut qu'il fasse à manger pour 90 élèves. Donc lui, il faut qu'il soit livré. Et donc là, c'est Agricourt qui prend ce relais-là, qui va faire la tournée des producteurs et qui lui amène les matières premières pour faire la cuisine à ses 90 élèves. Voilà. Le cuisinier, en plus, on le voit pas, mais il a un rôle super important. Et c'est l'envie de transmettre le plaisir qu'il a à cuisiner, qu'il va aussi transmettre aux enfants. On sème des graines auprès des enfants qui en parlent à leurs parents et ça leur permet de prendre conscience parce que les changements ils partent toujours de la base en fait et du coup c'est par les enfants qu'on peut faire passer ces messages. La production totale pour nourrir tous les enfants de Bio-Vallée est minime. L'important c'est l'effet que ça a sur la famille et sur leurs habitudes tout le long de la vie. La façon dont on s'alimente, c'est aussi une façon de vivre. Donc c'est pas seulement ce qu'on consomme, c'est l'état d'esprit qui est derrière. Et que si on a un état d'esprit que je vis sur un territoire où la plupart de mes besoins alimentaires peuvent être satisfaits, ça aussi donne une satisfaction, un centrage en soi qui et aussi à la santé. Donc voilà la classe de CP de l'école de Soyans qui arrive. Moi j'étais allée les voir cet hiver pour leur faire une présentation de forme pédagogique et ludique de notre ferme. Et puis donc là, ils reviennent pour la 3e fois, ils vont à nouveau passer la journée ici et on va faire une fabrication de fromage. Je vais leur montrer concrètement comment on fait la fabrication du picodon. Et tu mets là-dedans. Pour moi, c'est absolument nécessaire que les enfants ils voient que ce qu'ils ont dans leur assiette, ça vient de la nature avant tout, quoi. Mais c'est pas que pour les enfants que c'est important. Pour moi, c'est important pour tout le monde. Et donc le but, c'était vraiment de leur montrer la fabrication de fromage aujourd'hui, puisqu'ils ont vu pas mal d'autres choses là sur l'élevage.
Donc là, c'est vraiment du concret. Ils peuvent toucher, manipuler, goûter, sentir. Là, vraiment, leurs 5 sens ont servi aujourd'hui pour découvrir notre travail et notre façon de faire. On a des enfants qui viennent sur les fermes ou des fermes qui viennent dans les écoles. Ce sont des ateliers pédagogiques pour relier la production à la consommation, voilà, les fermes aux enfants. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un programme plus global qui s'appelle « Ça bouge dans ma cantine ». Et le but, c'est que si on fait cette pédagogie-là à la base, tout petit, on se dit que le consommateur, quand il va grandir, il sera plus vigilant quand il va acheter un produit, à se dire tiens, et si j'achetais du picodon qui est fait dans ma région pour soutenir l'éleveur de mon territoire. Alors, je recommence, un coup pour rien. Le bouc et le mâche des brebis. Yeah! Je pense que là c'est bon, t'as compris. Hein. Jusqu'à la fin de ta vie, je te laisse tranquille. Bah, regarde, tu vois, il y en a 2,50. Elle est quelle couleur? Quelle couleur? C'est nul, hein, ça. Non, c'est bien. Alors ici on est à Suse, dans une parcelle qui s'appelle les Mouteilles. Et c'est du cépage muscat, donc qui rentre dans la composition de la clairette de Die Tradition. Voilà, en bio. Je suis un des viticulteurs qui travaillent pour la cave coopérative d'Ijaïance, en bio, voilà. Moi, j'ai commencé ma vie de vigneron en tant que coopérateur. Donc, c'était vraiment de monter un projet de développement dans le cadre d'une coopérative. J'ai eu la chance de travailler avec des collègues au sein de la cave Jaïance, avec qui je me suis super entendu, qui étaient motivés aussi. Et donc, ça a apporté pendant 20 ans le développement de la bio dans le Diois, clairement. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un projet individuel, c'est un projet d'abord de société globale, et là-dedans, il y a bien sûr tous les consommateurs et tous les gens qui attendent du monde agricole de faire ça, c'est-à-dire de ne pas empoisonner, de pas bousiller les terres, d'essayer de garder un savoir-faire ancien et aussi moderne. Et les élus ont, je pense, pour une partie bien compris ça. Et ça, c'est vrai que c'est une histoire de 20-30 ans en arrière, qui est en train de se concrétiser. Le grand projet rhône-alpin s'est arrêté en juin dernier. Nous, ce qu'on espère, c'est continuer dans le sens de ce programme, donc avec 50% d'intrants en moins, 50% des surfaces agricoles en bio. On est confiant pour l'avenir, quoi. On se dit que ce qui a été impulsé par BioVialet, c'est à nous de le faire vivre maintenant, comme on l'a dit plusieurs fois. Je vois ça vraiment de façon très constructive et positive pour le territoire, quoi. C'est parti. Voilà. Alors vous dites quand vous êtes prêts. On va faire 250 morceaux. C'est bon, on peut y aller. Allez. Vous êtes parti pour 250 morceaux. Allez. Bravo. L'Acuma voulait construire un hangar et on voulait diminuer le coût. Donc on s'est dit pourquoi pas mettre des panneaux photovoltaïques et on l'a fait.
Je suis fortement impliqué dans ce choix d'énergie renouvelable, puisque comme je vous dis, j'en ai une installation chez moi. J'ai une petite éolienne aussi sur mon terrain. On demande un investissement, mais qui a quand même son retour et une certaine satisfaction pour la planète. Donc on travaille pour les générations à venir, j'estime. Bravo de réaliser un projet comme celui-là, économiquement qui renforce nos agriculteurs et les filières qu'ils portent, écologiquement aussi, puisqu'il s'inscrit dans une logique de développement durable. Donc voilà, quoi de plus, en m'excusant encore de ce petit retard, mais j'avais vraiment à cœur d'être ici. Si vous avez beaucoup de points, c'est d'abord la BioVallée. Et je veux saluer Jean Serré. Le travail qui est fait dans ce territoire est en tout point remarquable. Et le fait de pousser le bio, nous sommes premier département bio de France, il faut continuer à le faire. Parce que c'est aussi une agriculture d'avenir. Mais sans exception, sans en enlever d'autres. Je pense qu'au niveau des bâtiments éco-construits, les collectivités ont fait des efforts remarquables. Prenez par exemple sur la zone de l'écosite, vous avez une vingtaine de bâtiments éco-construits. Donc, mais parce qu'il y a aussi une volonté politique de refuser des bâtiments qui ne le sont pas. Un territoire, c'est un lieu où les gens vivent. Et ils aiment vivre, ils aiment y travailler, ils ont de l'intérêt pour ce territoire. Ça les intéresse de voir que leur territoire peut être cité en exemple, par exemple, s'il doit être cité en exemple par rapport au développement qui s'y passe. Un territoire, c'est des hommes et des femmes politiques qui travaillent ensemble pour essayer de faire en sorte que les habitants de ce territoire vivent mieux.